Bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui sont présents ce matin avec nous au Tank. Merci à celles et ceux, je crois qu'on a une petite dizaine de personnes en ligne de s'être connectées. Moi, je m'appelle Jean-François Lucas, je suis délégué général de Renaissance Numérique et très content de vous accueillir pour ce 49e numéro des Aux sources du numérique, SDN. Joséphine Herstel, tu es responsable des études au CNUM, au Conseil national du numérique, et donc les aux sources du numérique, voilà, on les co-organise entre le CNUM, Renaissance numérique, et on a le soutien du Tank, le lieu où on est. Donc merci également à eux. On verra si ça coupe, je prendrai l'autre. Un très grand plaisir t'accueillir ce matin, Julien. Alors, tu as plein de casquettes, je vais en donner deux et puis tu complètes. Attention. Premièrement, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et puis chercheur également au Centre géopolitique de la datasphère, GEOD, Paris 8, qui regroupe plein de monde, mais notamment Paris 8, si je ne me trompe pas. Ça marche. Parfait. Oui, oui, de juristes, de géographes, de politistes, d'économistes. Donc, c'est extrêmement divers comme équipe. Donc merci, je n'ai pas donné toutes les casquettes. Tu complètes si tu veux, mais c'était les deux qui me semblaient importantes ce matin. Et puis tu es membre depuis 8 ans, 9 ans chez Renaissance Numérique. 9 ans. 9 ans. 9 ans en 2024 ou... En Bon, peu 2023. importe. Bon, bientôt 10. Donc merci à toi d'être là ce matin. On va présenter un numéro, alors que moi je n'ai pas en papier, mais que Joséphine a en papier, qui s'appelle La souveraineté numérique 10 ans après. Non, La souveraineté numérique 10 ans de débat et après, point d'interrogation. Un numéro qui est paru en septembre 2023. Alors assez dense, il y a une vingtaine d'articles, 140, 150 pages. On va discuter un peu de la thématique globale ce matin. Peut-être pas faire un résumé de chaque article, c'est pas du tout le but. C'est plutôt vous donner l'envie d'aller voir un peu ce numéro, de piocher dans les différents chapitres. Donc, tu as coordonné ce numéro. Tu as également écrit un article sur la souveraineté numérique, un instrument de politique étrangère. Et puis, chez Renaissance numérique, on est également content parce qu'on a deux autres adhérents qui ont contribué à ce numéro. Il y a d'abord Lucien Castex de l'AFNIC qui a créé un numéro sur la gouvernance mondiale d'Internet, les leviers, et puis Reina Stromboli-Aska, qui a écrit sur les évolutions des positions cyber, j'ai plus le titre exact, mais entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, je crois, et peut-être j'allais dire la Russie. Vous irez voir le titre, forcément. On te laisse la parole, Julien. Dans l'idée, on te laisse 10-15 minutes pour nous présenter l'ensemble. Et puis après, nous, on a quelques questions. Et puis, on passera le micro dans la salle et en ligne, voilà, les gens qui souhaitent. Bien sûr, mais très, très volontiers. Merci Jean-François. Merci à Renaissance Numérique, évidemment, d'organiser ce début de matinée autour de ce numéro des Indes des Mines. Donc, ça a été un vrai plaisir de faire ce travail qui n'a pas été forcément très simple, en fait, au départ. Parce que quand je me suis entendu avec la belle équipe de la rédaction des Indes des Mines sur ce sujet, il était question au départ de faire une sorte de tour d'horizon assez global avec finalement différents types de tiroirs à ouvrir en évitant les écueils de débats trop franco-français tels qu'on a peut-être pu parfois les vivre depuis déjà une bonne décennie. Et c'est vrai que là, mon idée a été de décentrer un petit peu le sujet d'une lecture peut-être trop nationale, avec de gros guillemets, pour essayer d'élargir la focale un peu au niveau européen. C'est vrai qu'on a eu ces 10-12 dernières années, notamment différents rapports parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui ont essayé de replacer ces enjeux de souveraineté numérique, de gouvernance au sens large, de la chose numérique, sous cette dimension vraiment, vraiment européenne. Alors, ce qui fait pas toujours, enfin, ce qui peut parfois hérisser un peu, voilà, les cheveux des juristes, parce que quand on parle de souveraineté numérique européenne, il y a déjà un problème un peu conceptuel. Mais voilà, l'ambition de départ était de retracer un petit peu les contours de façon plus nette sur ces enjeux de souveraineté numérique, avec
depuis une décennie, différents événements qui ont un peu jalonné à la fois la vie publique et puis les débats d'expertise. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi la façon dont le débat d'expertise a pu, depuis une décennie, alimenter les débats publics, citoyens et puis politiques. Ça, c'était pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que quand vous prenez la situation finalement de ces enjeux souveraineté numérique tels qu'on les formulait un peu vaguement au début des années 2010, bon, il faut quand même dire qu'il restait il restait vraiment restreint à des cercles d'experts très très étroits. Globalement, c'était plutôt des praticiens du numérique qui se côtoyaient en petits cercles et ça avait beaucoup de mal à aller au-delà justement de ces cercles d'expertise. Donc c'est vrai que finalement l'appropriation par le politique a eu cette bonne conséquence finalement d'aller un peu irriguer le débat public. Juste pour rappeler, par exemple, dans le débat français, vous avez eu les rapports que j'évoquais tout à l'heure. Ça a été 2 rapports de la sénatrice Morin-Desailly en 2013-2014. Perspective nationale au début, 2014, perspective plus européenne et internationale, à la faveur de l'affaire Snowden. Je vais forcément y revenir très rapidement. Après, ça a été de mémoire le rapport Longuet au Sénat en 2019. Et puis en 2021, 2 rapports de l'Assemblée, un sur les GAFAM et un autre, le rapport de Philippe Latombe, que vous avez reçu d'ailleurs, sur justement les différents moyens, différents leviers pour essayer de bâtir une souveraineté numérique à la fois française et européenne. Donc il y a à chaque fois cette double articulation aujourd'hui qui est mentionnée. Donc ça, c'est aussi une forme de nouveauté par rapport à la décennie qui est écoulée et dont il s'agit de revenir dans ce numéro. Dans la plupart des contributions que vous pouvez ou pourrez lire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chacun des auteurs, avec sa propre expertise, euh, fonctionnaires, praticiens, universitaires, think tankers, etc., d'une certaine manière, essaie aussi non pas de définir stricto sensu ce qu'est la souveraineté numérique, mais d'apporter une petite pierre finalement à cet édifice avec des regards qui sont au fond très complémentaires. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi une dimension extrêmement stimulante finalement de ce travail, de pouvoir rassembler des experts, des praticiens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir au départ et qui finalement, mis ensemble, arrivent à donner une densité finalement à cet enjeu de souveraineté numérique. Donc ça n'a pas été forcément très naturel au départ, loin de là, de rassembler des profils aussi différents. Mais toutes ces contributions se rejoignent sur le fait que, au fond, la souveraineté numérique, globalement, c'est en gros la maîtrise de ces dépendances numériques, ou du moins le libre choix, la liberté de choix de ces interdépendances numériques. Et ça, c'est aussi un des enseignements, finalement, de ce numéro des Aldémines, qui est de voir que contrairement à certains débats publics ou politiques, notamment qui ont cours en France, on vit dans un contexte d'interdépendance. Le Covid l'a bien montré, bien sûr, que toute velléité d'autarcie numérique non seulement est très complexe à mettre en place, mais deuxièmement nous ferait basculer vers des modèles, vers des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, il y a cette tentation aussi qu'on pourrait très schématiquement résumer sous le terme d'illibéral. Je ne vais pas forcément donner de détails, vous voyez très bien à quoi ça peut faire référence, et qui est un pas que certains pourraient tenter de franchir. Donc il y a aussi cette dimension de modèle, de valeur qui ressort dans certaines des contributions du numéro et qui me semblait vraiment important aussi de souligner parce que c'est un lieu commun, évidemment, la technologie n'est pas neutre, et que quand on parle de souveraineté numérique, évidemment, on n'a pas affaire à un objet totalement désincarné, c'est pas une espèce de chose vague et sans substance. Au contraire, on y accole des concepts, des valeurs, des représentations politiques, philosophiques parfois aussi. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure quand on abordera peut-être des exemples de 2 ou 3 pays dans le monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis peut-être un dernier point pour pas trop monopoliser la parole, c'est que à travers ce numéro aussi, ce que les auteurs et puis ce que moi-même aussi, avons
chercher à refléter, c'est aussi la diversité de débats au niveau européen. C'est-à-dire que ce qui me frappe toujours depuis une petite quinzaine d'années, quand je me déplace en Europe, dans certains pays européens, c'est de voir à quel point la lecture française de la souveraineté numérique peut être perçue comme étant trop conceptuelle. Au fond, on aime bien débattre, on aime bien théoriser, et que finalement, quand vous allez en Allemagne, en Estonie, Pologne, ou que sais-je, il y a une façon beaucoup plus terre à terre de poser les débats avec l'idée que la souveraineté numérique, ce serait avant tout une capacité d'agir, avec bien évidemment cette idée de maîtrise et dépendance, bien sûr, hein, mais c'est avant tout voilà, un levier. Et il n'y a pas cette contrainte terminologique, finalement, qui, nous, parfois en France, peut nous paralyser ou du moins susciter des débats infinis. Donc, alors, vous allez me dire que c'est très contradictoire parce que j'y apporte une petite voilà, brique, mais c'est un point vraiment, je pense, vraiment aussi important voilà, de vraiment nous décentrer et de voir que finalement l'approche française sur ces sujets n'est pas l'alpha et l'oméga, et que bien d'autres acteurs en Europe, acteurs publics, acteurs privés, société civile, débattent aussi de façon euh, très nourrie de ces enjeux et de façon très, très pragmatique. Donc ça, c'est un point voilà, important. Et puis peut-être voilà, une dernière chose, parce que ça me semblait aussi significatif, quand on pose le sujet voilà, sous un regard décennal, hein, c'est bien de voir combien la souveraineté numérique, elle est sujette à la volatilité du contexte international. Encore une fois, hein, c'est pas un sujet voilà, national, vraiment autarcique pour le coup, hein, je emploie le terme à bon escient. Euh, et depuis une décennie, vous avez eu voilà, différents événements pardon, hein, qui ont redonné une nouvelle coloration finalement à cet enjeu de souveraineté numérique, hein. Donc évidemment, le point Snowden hein, a été, j'ai déjà en partie franchi tout à l'heure, qui a été un moment de mise à nu de dépendance et puis de pratique hein, de renseignement de nos partenaires et alliés immédiats. Et auquel a succédé, affaire à laquelle a succédé différentes pratiques d'ingérence informationnelle et numérique hein, qui ont là aussi rythmé notre vie de citoyens, notre vie politique depuis une petite décennie. Et puis, bien sûr, le cadre beaucoup plus méta de la compétition entre la Chine et les États-Unis a ajouté un degré on va dire d'anxiété hein, et parfois d'urgence aussi. Hein. Il faut être clair sur ces thématiques vues d'Europe, hein, là aussi, où justement on perçoit d'autant mieux notre position de vulnérabilité. Donc c'est ça aussi qui est, à mon avis, reflété dans les contributions, dont la mienne, hein, qui traite de questions plus internationales. Merci beaucoup, Julien. Joséphine, je vais te laisser la parole. Peut-être, déjà, merci pour je vais dire cette overview, mais cette vue générale du numéro. Et puis, on va pouvoir rentrer un peu plus précisément au travers de quelques questions. Je voulais juste préciser que ce numéro, donc, il est disponible, je ne l'ai pas dit, en papier, que vous pouvez l'avoir, enfin, le commander, l'avoir est un grand mot, le commander sur le site des Annales des Mines, mais il est également disponible gratuitement en PDF. Donc, voilà, vous pouvez y aller également sur le site pour le télécharger. Je te laisse la parole pour démarrer les questions. Merci infiniment. Pour continuer un peu le panorama introductif et définitionnel, il y a une phrase dans l'introduction du recueil qui a retenu notre attention, parce que c'était assez lié à des questionnements qu'on a au sein du Conseil, où vous dites que la souveraineté numérique reste un concept largement statocentré et que l'enjeu de la souveraineté numérique concerne aussi l'autodétermination des individus. Et du coup, la première question que j'aurais, c'est comment vous voyez cette articulation entre souveraineté collective et souveraineté individuelle? Est-ce que les deux se nourrissent? Voilà, parce que c'est des questions qu'on a beaucoup au sein du Conseil, de liberté de choix, voilà, du côté des utilisateurs des technologies et non pas seulement au niveau des institutions et des États. Ok, question très très philosophique, hein, donc c'est vrai que là on aborde le dur, le dur des débats, mais c'est un point vraiment passionnant en fait parce que là aussi finalement quand on a voilà quand on vient comme moi euh, on dit des études internationales et stratégiques avec une mise en avant du rôle des États, donc on a parfois tendance à dériver un peu et à accorder trop
peut-être trop d'importance au rôle des États, espèce d'entité, voilà, supra qui nous imposerait finalement notre avenir numérique sans que nous, petits citoyens, puissions y apporter notre propre touche. Bon, il faut là aussi, pour le coup, réflexion, voyage aidant, essayer de décentrer aussi là, le prisme d'analyse et de voir de quelle manière finalement nous, individus citoyens, pouvons contribuer à cette souveraineté numérique. Et là aussi, ce que je parlais très rapidement de l'Allemagne tout à l'heure, je crois, et j'ai toujours été frappé justement de la vigueur des débats dans ce pays à différents niveaux. Sur le rôle de l'individu pour aller construire, voilà, bâtir sa propre finalement souveraineté numérique ou du moins aller, enfin, rester libre arbitre finalement. D'une part, dans la maîtrise de ses propres données personnelles. Donc là, vous avez eu, je renvoie à quantité de débats qui ont lieu dans ce pays, notamment depuis l'affaire Snowden, mais ça avait commencé bien avant, voilà, aussi avec évidemment une histoire particulière qui ont là aussi redonné comment dirais-je, des moyens aussi aux individus pour essayer de ne pas dépendre uniquement de l'État central. Ce rôle de l'individu, il est aussi intéressant finalement à aborder dans la mesure où quand on met autant en avant l'État, finalement, on a tendance à raisonner en termes de gains ou de pertes. Voilà. Est-ce que finalement, voilà, on va être en mesure, est-ce qu'on est-ce qu'on va perdre son numérique? Est-ce qu'on va finalement devenir des vassaux, des colonies, des sujets, etc., etc. Ou au contraire, on va pouvoir gagner, grignoter un petit peu et essayer de regagner, voilà, cette souveraineté si ardemment désirée. Bon. Et quand on raisonne comme ça, finalement, on met de côté d'une part le rôle des individus et aussi celui des acteurs privés. Donc c'est pour ça que finalement, vous avez eu quantité de réflexions depuis 3-4 ans. Et là, le Covid a été un moment, je pense, assez important en la matière. C'est de raisonner en termes de souveraineté hybride. Je mets des guillemets parce que pour le coup, là aussi, le mot hybride est accolé à beaucoup de choses dans la vie internationale. Mais ça renvoie à des choses intéressantes, notamment à l'idée de partage de responsabilités, de prérogatives dans certains domaines, pas dans tous bien évidemment, qui puissent faire l'objet comment dirais-je, non pas de basculement, mais du moins de négociation entre les différents acteurs. Et cette idée, voilà, d'hybridité de la souveraineté, ici, elle est intéressante dans la mesure où ça replace aussi, au moins en partie, l'individu un peu au centre des débats. Donc ça renvoie aussi un peu en filigrane à l'importance, au-delà de la chose numérique, aussi, à aussi replacer le citoyen dans des débats publics, dans des débats politiques, dans lesquels il est quand même parfois mis de côté. Et en matière de technologie voilà, numérique, de technologie, d'intelligence artificielle, etc., les enjeux sont si éminents que je trouve que c'est cette approche intéressante aussi, de façon à rester là aussi maître d'un destin. Donc, et cette question de libre arbitre, de maîtrise du destin, de dépendance, il concerne bien évidemment aussi les usages que nous, chacun individuellement à notre niveau, pouvons faire. Donc c'est une chose de dire que les États-Unis, que la Chine vont dépecer nos prérogatives souveraines en matière numérique, et c'en est une autre, d'aller voir les moyens dont les individus citoyens peuvent justement être éclairés sur certains choix, sur certains usages, et aussi à leur mesure contribuer à édifier une forme de souveraineté personnelle en matière de numérique. Donc c'est un peu cette approche-là qui transparaît dans certaines contributions, et effectivement c'est un point, je pense, assez intéressant à souligner. Merci Julien. Moi, j'avais peut-être pas une question directe, mais un commentaire. C'est que donc tu disais la richesse de ce numéro au vu de la diversité des acteurs qui ont contribué. Et du coup, moi, je ne peux pas très bien connaître la thématique, je l'avoue, du moins la survoler. Quand je suis entré dans ce numéro, je trouvais qu'effectivement, ça donnait aussi la richesse de la manière de concevoir la souveraineté. Alors, c'est un peu basique ce que je dis, mais c'est un peu ce que vous dites aussi, c'est que il y a eu une manière de concevoir la souveraineté qui est plus simplement technologique, plus simplement économique, mais qui tend vers des questions cognitives, sociales, démocratiques. Donc, ce que je trouvais intéressant, et c'est ce que ça montre.
Et du coup, j'aimais bien aussi dans l'introduction le fait que tu expliques, et je vous invite à lire parce que, alors, on l'a pas précisé non plus, mais c'est un livre, enfin un livre très riche. La chance, c'est que c'est des articles relativement courts, donc ça se lit plutôt bien. Alors, ils sont tous, le tien se lit bien, mais bon, il est dense, hein. Donc bravo pour ça aussi, parce que du coup, il y a beaucoup d'informations en nombre de pages relativement restreint et c'est voilà, assez riche. Et donc, ça permet de piocher, ça permet de rebondir. Mais ce que tu mettais dans l'intro, et je vous invite à lire l'intro qui est relativement courte, mais qui pour moi montre bien le fait que tu dis, d'un côté, on a la souveraineté qui peut être vue comme un objectif, et en fait, je l'ai compris comme ça, mais ça marche pas très bien parce que la finalité de cet objectif, c'est d'aller vers des régimes autoritaires ou plutôt sur un modèle défensif. Et puis il y a une vision négative que j'ai comprise comme ça, plutôt du monde. Et il y a une autre vision qui est celle positive et qui est peut-être celle de l'Europe, ou du moins qu'il faudrait que l'Europe ait. J'ai plus le terme, mais tu parlais d'une précarité technologique. Et l'idée était de dire, bah, pour dépasser la précarité technologique de l'Europe, en fait, ayons cette vision positive de la souveraineté, qui n'est pas un objectif, mais qui est plutôt une dynamique, une mise en mouvement des interrelations entre les différents blocs, les différents pays. Euh, et, enfin, comment dire, affirmons en fait ce positionnement qui est un modèle sociétal démocratique. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'on en a parlé rapidement hier. J'étais récemment un événement au Sénat organisé par certaines personnes sur la question de l'IA et de la souveraineté. Et puis le slogan que j'ai déjà entendu trop de fois et qui m'agace parfois est de dire les États-Unis innovent, la Chine copie et puis l'Europe régule. Et puis alors, tout le monde se plaint parce que voilà, c'est pas une bonne chose. Et là, moi, je trouvais que justement, c'est de dire, bah si, affirmons cette régulation qui est aussi une forme d'innovation parce qu'en fait, on va faire passer un message de valeurs démocratiques, valeurs sociales et valeurs cognitives. Donc c'était plus un commentaire, enfin, que moi j'ai relativement apprécié. Tu veux peut-être rebondir, mais sur cette lecture vraiment de la souveraineté comme une dynamique d'interrelation, puisque de toute façon, tu l'as dit, hein, on s'en est aperçu. Alors le Covid a servi à ça, mais on le savait déjà. On est dans un monde et pas d'aujourd'hui qui est fait d'interrelations et se joue de fait sur différentes couches infrastructurelles. Au niveau des plateformes. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi dans l'intro, tu dis, bon, en fait, les plateformes, on en a trop parlé, donc on va pas trop en parler. Passons à autre chose et ouvrons les œillères là-dessus. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses sur cette lecture de la mise en mouvement de la souveraineté comme un outil effectivement d'ajustement, de médiation de ces interrelations que j'ai trouvé très intéressant. Je remercie Jean-François. C'est vrai que juste pour évacuer justement la question des plateformes, c'est vrai que ce que je cherchais là aussi à souligner dans l'introduction, c'était que finalement, en France et puis dans d'autres pays européens, la question de la souveraineté numérique a été pour l'essentiel résumée à l'archidomination de certaines plateformes technologiques. Et ça, bon, c'est évidemment un point important à souligner, avec là aussi des différents questionnements politiques, économiques, sociétals, etc. Mais le fait de donner autant d'importance à cette question dans les débats sur la souveraineté numérique a pu aussi occulter d'autres enjeux dont il a été partie question dans ce débat jusqu'à présent. Et ça, c'est important aussi de montrer à quel point bon, la souveraineté numérique, c'est pas que les GAFAM. Hein. Il y a aussi d'autres enjeux. Il faut aussi aller au-delà, bien évidemment, pour essayer d'en décortiquer toute la substance. Effectivement, hein, c'est cette dynamique à laquelle tu faisais référence, Jean-François, elle est indispensable en fait à percevoir. Hein. Elle est indispensable parce qu'on a affaire à un sujet qui est en mouvement. Hein. Je faisais référence à quelques débats ou interactions dans des pays européens où à chaque fois j'ai vraiment le sentiment que c'est un processus, hein, sans paraphraser Lénine, hein, qu'on a voilà, affaire à quelque chose qui est un il n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est pas une fin en soi, ce numérique, c'est un objectif avec différentes briques, différents acteurs qui composent ces dimensions. Et effectivement, vous avez une lecture qui est à la fois défensive, donc avec certaines activités de régulation, de protection, d'investissement étranger parfois qui peuvent être perçus comme étant prédateurs, ou à l'inverse, une dimension plus offensive, avec la constitution d'écosystèmes dédiés. Avec du financement aussi, bien sûr, hein, et notamment d'ailleurs, j'insiste dessus, la question du financement de l'économie numérique du moins dans les débats auxquels j'ai pu participer depuis une bonne dizaine d'années sur ces questions de souveraineté numérique, à un niveau plus européen ou international, ont très souvent été mis de côté, ce qui pouvait sembler peut-être un peu
un peu naïf, voilà, un peu étrange, mais au fond, c'est pendant des années la question du financement, la question de la matière humaine aussi, qui compose une souveraineté numérique, a pendant des années été vraiment écartée, hein. Et on voit bien aussi depuis le Covid, hein, la plupart des raisons aujourd'hui, que ces enjeux de financement et puis d'expertise, de production d'expertise et de rétention aussi d'une certaine manière d'expertise sont des composantes indispensables d'une souveraineté numérique. Et ça, bon, il ne s'agit pas d'aller kidnapper évidemment l'expertise, hein, mais la conserver à domicile ad vitam aeternam, mais du moins percevoir que certains types de profils, certains types d'expertise évidemment sont peut-être plus nécessaires que d'autres dans le champ numérique et technologique, et qu'il faut mettre évidemment l'accent sur ces formations initiales, continues, pour essayer justement d'aboutir à cette souveraineté, là, encore une fois, hein, qui est désirée. Bon, et cette dynamique, effectivement, elle est vraiment reflétée dans le numéro, parce que, une nouvelle fois, ce que j'avais vraiment cherché à éviter, c'était l'écueil d'une souveraineté numérique totalement filée, ce qui, une nouvelle fois, a pu être parfois, à mon avis, hein, c'est pas une critique, hein, mais je pense que là, la franchise peut aussi aider à surmonter certains blocages depuis une décennie, hein. Ce côté figé a parfois pu paralyser, je dirais, les débats, et essayer d'aller au-delà finalement, hein, de ce qu'on percevait à travers le terme. Donc cette dynamique, elle est vraiment centrale, encore une fois. Merci beaucoup, en jongle entre les micros. Hem, Ce que vous dites, ça fait écho à un autre des questionnements qu'on avait, comme le recueil d'articles se veut comme un bilan, 10 ans, enfin de 10 ans de débat sur ces sujets. Ça faisait écho à un article qui a été, publié la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la revue dans le média Contexte, sur la communauté, techno-souverainiste, qui, le journaliste décrivait un effet vert pour parler des débats sur la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'un peu comme le changement climatique, tout le monde en parle, mais finalement personne ne fait rien. Et donc je me demandais quelle était un peu votre vision de ça. Est-ce qu'aujourd'hui la question vous paraît suffisamment bien traitée, bien posée? Est-ce que les solutions sur la table sont les bonnes? Et finalement, pourquoi on n'arrive pas à passer à l'étape d'après, au-delà des débats? Ah, vaste question. Vaste question. Non, c'est effectivement, l'article de Contexte était plutôt bien posé, hein. Donc, excellente équipe, hein, qui fait un travail tout à fait remarquable. Euh, euh, Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est justement, voilà, finalement, l'écosystème de la souveraineté numérique, comment dire, tel qu'on le connaît en France et qu'on le pratique depuis des années, euh, finalement connaît globalement bien le sujet, hein. Donc il y a pas à apporter une critique verte finalement, hein, de leurs apports, mais la traduction en acte effectivement peut laisser à désirer. Alors est-ce que c'est la faute de l'expertise dont il est question dans l'article? Je ne sais pas, et je ne pense pas que ce soit mon rôle d'aller donner la moindre leçon en la matière, mais pour le coup ça pose aussi la question de l'appropriation par le champ politique de ces enjeux. Et là, effectivement, il est quand même toujours très tentant d'aller apporter une petite critique, évidemment, hein, sur la représentation ou décideurs, hein, tout simplement, qui, alors peut-être par manque de temps, par manque de temps, pardon, par le sentiment que le coût d'entrée technique peut être trop important à franchir. Peut-être par aussi opportunisme, hein, que finalement les questions numériques sont peut-être pas les plus centrales pour être élu ou réélu. Et ça, je pense que ça n'a pas aidé à franchir un cap, hein, dont il était question dans votre question. Et ça, c'est, je pense, vraiment important. Après, effectivement, aujourd'hui, tout le monde en parle. Il a été question dans vos interventions. Effectivement, tout le monde en parle. Je me rappelle que dans l'immense majorité des conférences du circuit, hein, on va dire, français sur les questions numériques et cyber, aujourd'hui, les questions de souveraineté, pas seulement numérique, hein, mais aussi de plus en plus de l'information. Et ça, on pourrait y revenir, parce que pour le coup, il y a peut-être un glissement sémantique qui peut être un peu dangereux. Sont toujours à l'agenda, hein, toujours à l'agenda. Et ça, c'est pas anodin. Il y a aussi, pour le coup, parfois un agenda économique, avec des acteurs qui peuvent aussi se raccrocher à un terme qui fait florès et qui peut
et qui peut permettre de capter une attention politique. Donc, c'est pas mauvais en soi, bien sûr, mais pour le coup, effectivement, le fait que tout le monde en parle, que ça peut devenir aussi une sorte de buzzword, peut aussi desservir finalement l'enjeu à plus long terme, parce que ça peut le vider de sa substance, hein, tout simplement. Donc, c'est peut-être ça aussi, voilà, l'écueil à éviter, hein, de ne pas faire d'une souveraineté numérique souhaitée quelque chose d'une coquille vide, hein. Donc ça, c'est, je pense qu'aussi, en la matière, le débat public, le débat expertise a cette vocation d'aller éviter que on fasse du digital sovereignty washing, hein, et que ça devienne une sorte de mantra, et que finalement derrière absolument rien ne se produise, et c'est à suivre, parce que là c'est peut-être une petite digression, une parenthèse, hein, mais quand on voit l'actualité immédiate avec notamment les sujets d'intelligence artificielle, hein, débattus à Bruxelles avec une grande vigueur, où on voit une répartition des rôles, hein, depuis des années. Hein. C'est pas seulement immédiate entre Bruxelles et Paris, avec logique un peu de good cop, bad cop, qui peut surprendre quand on replace les enjeux dans une perspective de souveraineté, là aussi numérique ou technologique. Donc voilà, il y a aussi toute une part de paradoxe quand même qui reste profondément ancrée dans les débats, et surtout dans la traduction concrète en actes quand il dit de ça en France. Voilà. Encore une fois, c'est pas une critique évidemment de ma part, mais pour le coup, c'est un constat aussi qui est, je pense, partiellement mis en lumière dans le numéro des Uns et les Mines. Du coup, moi, j'étais curieux tu l'as évoqué un peu, la manière dont la souveraineté est appréhendée et peut être traitée dans d'autres pays européens. Parce que c'est vrai que dans le numéro, on est plus sur une perspective internationale avec voilà, la Chine, l'Europe, les États-Unis, la Russie. Je vulgarise et je simplifie sans doute, mais on est plutôt dans cette perspective-là. Donc, tu as évoqué effectivement que dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, il y avait peut-être une autre approche plus pragmatique. Là, en t'écoutant, je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'il y a, est-ce que tu as des pistes d'explication de ça? Parce que si nous, on est en France une approche philosophique, il me semble que l'Allemagne n'est pas en reste dans l'héritage philosophique qui peut être le sien. Et que de fait, toi, est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, un rôle de certaines institutions, une représentation de l'Allemagne ou d'autres pays, toi, dans des instances internationales qui est autre que la France, Allemagne ou autre, mais je me demande un peu, est-ce que cette spécificité, on est en mesure ou est-ce que c'est une question d'agenda politique? On sort aussi de la présidence française de l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas du tout. Enfin, toi, je me pose la question. Non, c'est vrai qu'au niveau européen, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'effectivement, en fait, je parlais de l'Allemagne, l'Estonie peut être aussi très présente sur certains sujets, alors, davantage à dominante sécuritaire, hein, aussi parce que ce pays accueille à Tallinn évidemment le centre de cyberdéfense de l'OTAN, donc avec évidemment un regard aussi très construit sur la menace russe. Mais vous avez un pays, par exemple, comme les Pays-Bas, qui a un positionnement là aussi très particulier, hein. Pays-Bas qui, historiquement, ont aussi, comment dirais-je, ont aussi apporté leur, comment dirais-je, ont eu un rôle dans l'architecture physique du cyberespace, hein, qui sont traditionnellement proches des États-Unis, et qui ont aussi produit une expertise à haut niveau, hein, une expertise de haut niveau sur ces sujets, avec une participation d'officiels ou comment dirais-je, de la société civile néerlandaise dans tous ces débats de souveraineté numérique, de questions cyber, etc., avec une forme d'influence qui n'est pas à négliger. Donc ça, il y a aussi un volet finalement de soft power, hein, pour dire les choses assez rapidement en la matière, qui devrait nous inciter davantage, français, à peser davantage dans les débats sur ce sujet. Et effectivement, en Allemagne, hein, effectivement, philosophe qui en reste, hein, donc ça, je vais pas poursuivre, hein, ce type, voilà, de questionnement ici ce matin, mais pour le coup, une scène alternative qui est aussi historiquement très vivante, qui attire quantité de praticiens et d'experts par l'Europe et même le monde, hein, chaque année, et communauté qui a façonné depuis des années finalement les regards que en interne, hein, en Allemagne, qui ont pu être posés sur ces questions de souveraineté numérique et technologique. Donc c'est pas surprenant en soi, hein, le fait que les
les gens sur place en Allemagne ont pu réfléchir aussi à travers ce cadre-là aux questions de souveraineté numérique à travers très souvent un prisme individuel, mais aussi en y accolant une perspective européenne beaucoup plus forte que nous en France ou même dans d'autres pays européens avons pu le faire. Donc ça, il y a peut-être un particularisme allemand qui n'a peut-être pas été bien, pas finement appréhendé en fait de ce côté-ci du Rhin et qui me semble important aussi de prendre en compte. À plus forte raison quand on connaît comment dirais-je, la problématique des relations franco-allemandes aujourd'hui avec différents domaines qui sont autant d'irritants, questions énergétiques, de défense, etc. Donc la chose numérique pourrait être quelque chose qui pourrait être mieux débattu pour faire court. Et puis au-delà comment dirais-je, du continent européen, il y a effectivement d'autres lectures. Donc je ne sais pas si c'était un enjeu sur lequel on pouvait revenir, mais effectivement, cette question de la souveraineté numérique n'a pas été comprise de la même manière au même moment. Encore une fois, je pense que c'est une phrase que je pose noir sur blanc en introduction, et c'est pas un vrai mot que d'écrire. C'est-à-dire que d'autres pays que nous en Europe ont pensé à la souveraineté numérique et l'ont fait de manière très, très différenciée. Et c'est pour ça que quand tu évoquais, Jean-François, tout à l'heure, l'idée de souveraineté de l'information, là, on a affaire à quelque chose qui est très différent au départ sur un plan conceptuel de ce que nous pouvons l'entendre. Et je suis très frappé d'ailleurs que, par exemple, le commissaire européen Thierry Breton l'emploie parfois. Je n'ai peut-être pas connaissance finalement des débats qui ont eu lieu en Chine, en Russie depuis les années 90, parce que souveraineté d'information, c'est avant tout, logiquement, le contrôle, enfin la maîtrise des réseaux et des contenus, justement, pour imposer un cadre pardon, excusez-moi, un cadre de censure qui contraignent évidemment les citoyens en interne. Donc sans faire du manichéen dans mon propos, mais l'idée est d'aboutir à un cadre beaucoup plus restrictif des libertés individuelles dans et via le numérique, ce qui est évidemment très très loin de notre propre approche et de nos valeurs démocratiques. Donc ça, c'est pas non plus anecdotique de le rappeler aujourd'hui, à plus forte raison quand notre modèle politique est attaqué de toutes parts. Donc je renvoie à une actualité internationale qui est totalement déprimante. Donc c'est pas, voilà, je vais pas élaborer sur ce point, mais pour le coup, la chose numérique n'est pas immunisée de ces logiques internationales. Donc il faut bien voir que, une nouvelle fois, j'insiste dessus, la question des valeurs n'est pas un slogan, c'est pas quelque chose de désincarné. Encore une fois, et ça c'est, je pense que c'est un enjeu qui peut et doit transparaître aussi au-delà du numérique dans d'autres domaines technologiques. Et puis, vous avez aussi affaire à notamment une posture chinoise qui est plus offensive qu'elle ne l'a été, qui passe par différents leviers. Ça a été un moment le projet des routes de la soie, qui n'est pas achevé, bien sûr, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, parce que finalement, le projet a peut-être moins comment dirais-je, de résonance que les autorités chinoises l'aurait souhaité, mais au fond, à travers la technologie, à travers le déploiement d'infrastructures à grande échelle, à travers l'Eurasie jusqu'en Afrique, en passant par le Moyen-Orient, et puis idéalement quelques pays européens, la Chine escomptait justement promouvoir sa propre approche aussi de la souveraineté numérique et de l'information. Bon. Voilà, ça, ce sont des points, je pense, là aussi vraiment significatifs qui transparaissent dans le numéro, parce que, une nouvelle fois, les termes ne sont jamais anodins et que quand on emploie des mots, il faut savoir à quoi ils font référence. Ça peut être je regarde quelques membres de Renaissance numérique dans l'Assemblée, je me dis qu'il y a peut-être un petit papier à faire sur cette utilisation du terme souveraineté informationnelle pour rappeler. Enfin bref, on verra. Ça peut être une tribune ou autre chose. Ça peut être une bonne idée. Il y a une question en ligne. Moi, j'en avais encore une, mais on va prendre la question en ligne alors. Et tu en avais sans doute aussi. À moins que Jean-Félix, vous souhaitez la poser vous-même ou pas. Donc c'est des remarques de Jean-Félix Tritio sur
sur la dimension de ressources humaines de la souveraineté numérique et sur la deuxième sur les prérogatives de l'État. Je cite: première fois que je lis une analyse documentée sur les incidences d'une technologie qui n'a pas été considérée à la hauteur des enjeux par les autorités de nos pays, quand la France disposait des meilleurs ingénieurs en la matière. Et le second point, il semblerait que le citoyen soit plus inquiet des prérogatives de l'État que du contrôle total de nos données les plus sensibles par des privés non européens. Est-ce que j'y réponds maintenant ou Oui, d'accord, d'accord. Bon, là aussi, c'est une série de questions finalement à tiroir, hein, donc le risque quand on ouvre un tiroir, soit difficile de le refermer. Non, peut-être le premier point vraiment important de la question, hein, sur le volet finalement humain de la souveraineté numérique, c'est vrai que je l'ai abordé à un moment dans mon propos. Là aussi parce que il me semblait vraiment négligé, hein, dans l'analyse. Alors certes, on en entend parler un peu plus depuis quelques mois, quelques années, et ça c'est évidemment très très positif. Mais une nouvelle fois, quand on replace l'enjeu dans une perspective européenne, on a vraiment quand même, à mon sens, conscience des vulnérabilités qui sont les nôtres dans la matière. Parce qu'ici, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, il s'agit d'aller produire, d'aller former une expertise, mais il s'agit aussi de pouvoir la retenir à un moment donné, et aussi parfois de l'exporter, hein, parce que c'est aussi véhicule d'une approche particulière, de valeurs, hein, dont il est question dans les échanges. Donc, et là, ça renvoie une nouvelle fois à des logiques très prosaïques de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la formation professionnelle, donc dont autant de chantiers qui sont d'une grande sensibilité et très complexes, je pense, à mouvoir, mais qui devraient être la priorité. Quand on est responsable des affaires numériques, en fait, hein, d'être en mesure de mettre sur la table des financements à la hauteur des enjeux, hein, parce qu'au fond, il n'y a pas de, voilà, il y aura pas de souveraineté numérique ou technologique sans acteurs individuels ou coalisés en mesure justement de pouvoir faire des choix éclairés, hein. Donc une nouvelle fois, c'est ce qui peut sembler peut-être un petit lieu commun dans mon propos, est une donnée absolument centrale de tout projet de souveraineté numérique et technologique. Donc voilà, replacer un peu cette matière humaine dont on peine parfois à comprendre tous les contours dans ce type de projet. Et puis, je crois que dans la question était évoqué le fait que la France est formée ou forme toujours. Donc, je ne veux pas causer de troubles à ce niveau-là, les meilleurs ingénieurs. Alors, certes, évidemment, voilà. France, excellence en mathématiques fondamentales, dans la recherche. Alors, évidemment, les récents classements tente à montrer d'autres réalités. Bon, alors j'ai pas forcément une expertise, une légitimité pour aborder ce point-là, mais effectivement, il y a un hiatus quand même assez profond, hein, assez saisissant de l'extérieur quand on voit des excellences de niche. Et pour le coup, la réalité aujourd'hui d'une enseignement de formation qui peut donner le sentiment de prendre l'eau de prendre l'eau toute part. Donc c'est voilà, j'ai pas non plus forcément de légitimité à aborder ce point-là, mais cette production d'expertise de niche qui est formée, effectivement, bien souvent, elle est captée par des acteurs extra-européens, hein, je crois qu'il y a quelques années, dans une tribune gentiment caustique, j'avais parlé, j'avais employé une formule qui était de captation des cerveaux à domicile, hein, de fuite des cerveaux à domicile. Bon, ce qui était peut-être un peu rapide, un peu méchant, mais pour le coup, à un moment où on parlait beaucoup dans le cas de tensions entre la Chine et les États-Unis, d'acteurs qui pouvaient là aussi capter nos meilleurs talents, hein, être un point, à mon avis, légitimement débattu. Alors, Jean-Félix, vous pouvez Oui, soit parler dans le micro. Eh ben, vous pouvez parler. Parce qu'on Oui, on mais vous vous entend m'entendez, taper, là donc c'est peut-être plus simple. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? C'est plus simple de savoir d'où Oui, alors viennent les gens attendez. et d'où ils parlent. Oui, tout à fait. Sauf que je dois reprendre la main sur. Vous m'entendez ou pas? On vous entend très bien. Parfait. Alors écoutez, je suis désolé, mais je suis un ovni et je suis surtout pas ingénieur. Je vais résumer.
Moi, je suis 1990, sociologue, j'achète vous en mon faites premier pas. Macintosh. Je comprends immédiatement que je vais devoir négocier avec cet appareil. Année 2000, bulle Internet, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez déjà là. 2001, le New York Times titre « Qui veut perdre des milliards avec Internet ?» Il se trouve qu'entre-temps, nous avons été à Paris, oui, on a un certain âge, on a été les premiers opérateurs commerciaux sur le 3615, sur la télématique. Alors, je vais vous situer le système à l'époque. Nous produisons avec, pour une marque, Black & White, pour ne pas la citer, et avec l'aide d'agences américaines intéressées aux nouveaux supports et aux nouveaux contenus, ça doit vous rappeler quelque chose, un programme 3615 tapé Black ou White. Voilà, il s'agit des nuits parisiennes, affichage 4x3 sur toute la France, et nous faisons 7500 et quelques heures de connexion. Alors, figurez-vous que quand vous faisiez une connexion à ce moment-là, l'opérateur téléphonique partageait en trois le prix de la connexion, puisque quand vous appeliez le 3615, il y avait effectivement un coût. On appellerait ça micro-monétisation aujourd'hui. Elle était divisée en trois. L'opérateur gardait un tiers. Nous étions éditeurs et producteurs. Et c'était le casino. Alors, j'ai cherché, quand je me suis intéressé au numérique, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle « Les innovateurs ». Et j'ai cherché si effectivement cette solution technique pouvait exister et avait existé, et pourquoi finalement elle avait été abandonnée ou éliminée. Et j'ai trouvé qu'effectivement, elle a été éliminée par la puissance des marques et des publicitaires qui ont préféré finalement la quantité de données au ciblage publicitaire dont nous avions l'habitude. Autrement dit, on a effacé la valeur du contenu. Et donc, on produit du contenu aujourd'hui qui ne profite à personne et dont on a beaucoup de mal à tirer parti. Donc, je vais poser la question simplement, est-ce que technologiquement, il est possible de reprendre la main sur Internet et que chaque citoyen en devienne associé? J'ai 3 heures. Ouais. Là, pour le coup, c'est un chantier tellement vaste, là, votre question, que je prétends absolument pas être précis, complet ou quoi que ce soit dans ma réponse. Donc, bon, non, mais sérieusement, il y a un point important en fait qui arrive en filigrane de votre question. Quand vous dites reprendre la main sur Internet, donc voilà, je vois bien évidemment les implications, les logiques. Mais je n'ai pas jusqu'à présent abordé finalement la question de l'infrastructure. Effectivement, ça c'est aussi alors, non pas une nouveauté totale, mais du moins un point important dans l'évolution des débats sur la souveraineté numérique depuis une dizaine d'années. Parce qu'effectivement, je me souviens très bien en 2013-2014, par exemple, hein, quand on parlait des data centers, des câbles sous-marins, etc. On passait au mieux pour un gentil marginal, et au pire pour quelqu'un voilà, qui finalement était à peu près à côté de la plaque. Donc ça, c'est quelque chose qui, enfin, à travers les différents événements hein, qui ont jalonné la décennie, c'est une dimension infrastructurelle qui est revenue sur le devant de la scène, à la faveur là aussi de tensions à un certain moment, hein, bien sûr, hein, mais qui ont le mérite de replacer ça aussi au cœur des enjeux. À tel point que certains pays, hein, dont j'ai évoqué tout à l'heure, la Chine en particulier, font justement de la maîtrise des infras hein, l'alpha et l'oméga de leur politique d'exportation technologique. Bon, et ici, quand vous dites voilà, être en mesure de reprendre la main sur Internet, bon, je serai évidemment très, très prudent compte tenu de nos systèmes d'alliance, compte tenu des réalités physiques et immatérielles, sur justement la bonne, enfin, comment dirais-je, le réalisme de cette entreprise. Mais il n'en demeure pas moins que tout ça peut être débattu, doit être débattu, et effectivement, nos dépendances vis-à-vis de certains types d'infrastructures. Alors évidemment, les sujets cloud ont été un peu débattus dans la revue, mais pas de façon non plus exhaustive.
La question des câbles a aussi été, comment dirais-je, reflétée dans le numéro. Et c'est vrai que ce sont aujourd'hui des thématiques qui, une nouvelle fois, figurent à l'agenda de toutes les présidences de l'Union européenne depuis 3-4 ans, hein. Donc ça, c'est aussi une évolution majeure dans nos débats, hein. Et une nouvelle fois, il y a 10 ans, on n'en parlait quasiment pas. On n'en parlait quasiment pas. Merci. On vous passe la... T'avais une question? Enfin, moi, j'en ai encore, mais il y a des questions, plein de questions dans la salle. On va passer par la salle. Bonjour, Luc Abution, groupe Iliad. Merci beaucoup pour votre exposé liminaire très riche. Je voulais peut-être revenir sur l'appréhension de ces enjeux ou de cet enjeu de souveraineté numérique à l'échelle européenne. Nous, typiquement côté cloud, on le pratique un peu au quotidien depuis un certain temps. Pour être peut-être un peu provoquant, entre guillemets, vous parliez d'un particularisme allemand, peut-être un peu plus tôt dans votre propos. Est-ce que finalement, à travers la liste, on ne peut pas presque parler d'un particularisme français en la matière? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Question à tiroir, parce que vous mentionniez l'Estonie aussi précédemment. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être des dynamiques différenciantes entre la France typiquement ou les pays d'Europe centrale orientale sur ces enjeux de souveraineté numérique, puisque dès lors qu'on bascule à l'échelle européenne, c'est évidemment en termes numériques, numéraires, des voix qui comptent au moins autant que celles de la France quand on les additionne. Donc ça pourrait être intéressant peut-être pour éclairer la discussion. Merci. Bien, je réponds. Ouais, maintenant, d'accord. Effectivement, pour prendre votre première question sur ces pays d'Europe centrale et orientale, les pays baltes en particulier, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont su produire une expertise à la fois officielle, hein, et aussi académique, la société civile, en fait, extrêmement riche. Sur un plan officiel, pour avoir été à de nombreuses fois, notamment au Parlement européen, ou échanger avec certains membres de la Commission, sur ces thématiques numériques et technologiques, effectivement, vous avez une présence balte notamment, hein, ou polonaise, qui est extrêmement riche, parce que ces représentants ont compris, peut-être avant nous Français, hein, peut-être, hein, qu'il y avait matière à investir aussi un champ qui allait devenir stratégique sur un plan économique et sur un plan politique. Voire aussi militaire, mais ça, ce sont des choses qui sont un peu un gros mot, hein, dans ces enceintes communautaires à Bruxelles. Mais pour le coup, voilà, vous prenez un exemple parmi d'autres. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui a été auparavant députée européenne et qui avait fait des choses numériques son quotidien de parlementaire européenne. Bon, c'est un exemple très très symbolique aujourd'hui, mais quand vous voyez aujourd'hui les prises de parole, les politiques de cette chef de gouvernement en Europe, notamment depuis l'invasion de la Russie, lapsus de l'Ukraine par la Russie depuis février 2022, avec voilà, des propos très construits, très forts aussi, hein, sur ces questions d'information, de cyber, etc. Là, vous voyez que ça ne vient pas de nulle part, hein. Donc bon, il y a aussi une position géographique qui fait que cette expertise aussi a pu être produite de façon plus rapide et plus on dirait un peu plus dense que ça a pu être le cas en France ou ailleurs. Mais voilà, n'empêche, le cas des Pays-Baltes est toujours très intéressant en fait à analyser. Juste avant l'invasion de l'Ukraine, j'étais en Lettonie. En Lettonie, pour le coup à Riga, où là aussi il y avait cette dynamique dont tu parlais, Jean-François, tout à l'heure, qui m'avait, alors non pas désarçonné, loin de là, mais un peu surpris, parce que la vigueur justement des réponses en fait apportées par à la fois le gouvernement, mais aussi la société civile et le tissu d'acteurs privés sur ces questions était assez impressionnante en fait. C'était vraiment une volonté d'aller au-delà, enfin, d'aller construire une forme de souveraineté, mais en ne s'embarrassant pas peut-être d'oripeaux théoriques
encore une fois, sans comment dirais-je, critiquer frontalement ce qui a pu être fait ou débattu en France, encore une fois. Mais voilà, c'est peut-être un élément différenciant, là aussi, des débats, des particularismes qui sont ceux des pays d'Europe centrale orientale. Alors, la question de la Pologne, parce que j'ai mentionné le cas de ce pays tout à l'heure, est peut-être plus complexe à appréhender parce que là, vous avez quantité d'acteurs extrêmement différents qui, en fonction des majorités politiques changeantes dans ce pays, peuvent varier. Mais globalement, ce qui transparaît le plus souvent avec ce pays, c'est voilà, une proximité avec l'allié américain avant un positionnement européen très, très construit, qui est peut-être plus flagrant que dans le cas d'autres pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est voilà, non pas que ce soit un cheval de Troie ou quoi que ce soit, pour filer des métaphores un peu rapides, mais ça peut avoir son influence, notamment à Bruxelles, dans certains débats européens sur ces affaires numériques. Et sur l'Allemagne, alors j'ai plus en tête précisément votre question. Bon, après ça, c'est que je pense que oui. Voilà, oui, français. Et- non, effectivement, et ça, c'est encore une fois à la lumière des propos que j'ai pu avoir au tout début, c'est peut-être la façon dont on est perçu dans certains pays étrangers et notamment dans les pays européens. C'est une espèce de côté finalement de côté Don Quichotte qui allons voilà, essayer d'aller attaquer des moulins et nous attaquer à quelque chose qui est plus grand que nous, sans percevoir la nécessité d'une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre, et surtout, et je répète une nouvelle fois, désolé, d'essayer de replacer un peu les choix individuels aussi, le libre arbitre à un niveau qui voilà, serait supérieur. Voilà, donc c'est peut-être des différences de lecture, de positionnement que j'ai voilà, vraiment perçu au niveau européen de façon répétée, soutenue depuis des années. Bonjour, je m'appelle Karima Moudoub, je travaille dans la cybersécurité chez Fortinet. J'ai 32 ans, on va dire, d'Internet derrière moi, mais ça, c'est pas mon propos. Ma question elle est plutôt d'ordre vocabulaire. Le particularisme à la française commence toujours par la définition. Vous avez abordé l'IA, donc l'intelligence artificielle qui est très très mal nommée selon moi, puisqu'il s'agit essentiellement de technologie avant d'être de l'intelligence. Et j'ai une question identique concernant la souveraineté numérique par rapport à tout ce que vous avez exposé en termes d'international et notamment d'Europe. Est-ce que les autres pays membres de l'UE appellent cela souveraineté numérique, puisque vous avez aussi décrit l'écosystème et les interdépendances. Donc, a priori, selon moi, la souveraineté numérique n'existe pas évidemment. Mais après, est-ce que la nomination est la même quand il s'agit de tout le débat social et technologique? Parce que moi, je parle essentiellement de technologie day-to-day et pas de mots. Mais il s'avère qu'en France, on est d'abord une nation et un pays de mots. Je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord, et c'est pour ça que voilà, ces questions de terminologie, elles sont, enfin, moi, je les aime bien évidemment, par appétence, mais en même temps, il faut savoir s'en démarquer. Alors non, les termes, les expressions qui sont plus souvent relevées dans le débat européen, ce sont voilà, les notions de choix technologique, de dépendance. Ça revient d'autant plus évidemment à la lumière du contexte post-Covid. Et aussi de capacité d'agir. Donc, je crois que c'est une expression que je relevais dans l'introduction, mais ça m'a frappé. La capacity to act, qui est notamment très présente dans les débats des pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, en Suède, en Finlande, ce qui là aussi nous replace dans une forme de dynamique, ce que Jean-François abordait tout à l'heure. Et qui me semble intéressante. Donc effectivement, le terme de souveraineté numérique n'est pas extrêmement répandu. Et il a pu être aussi mis au second plan par rapport au terme d'autonomie stratégique. Ça, je ne l'ai pas forcément abordé jusqu'à présent, mais pour le coup, ça c'est peut-être une part d'influence française, d'influence terminologique française dans les débats, notamment européens, parce qu'au départ, autonomie stratégique, c'est un terme qui est hérité du complexe militaro-industriel. Voilà, ça remonte aux années de Gaulle, voilà, avec
avec les acteurs de la défense, du nucléaire, qui étaient censés bâtir une autonomie stratégique française à la lumière des enjeux évoqués. Et cette expression à Bruxelles est revenue en force à partir de 2019, là aussi au moment, au plus fort des tensions sino-américaines, à travers la problématique Huawei. Hein. Et j'avais été frappé à l'époque, hein, sur tous les débats sur la 5G à la commission, au Parlement, où tout le monde se mettait à parler d'autonomie stratégique, sans forcément percevoir toutes les subtilités du terme, et de voir qu'au fond, c'était au départ un concept tiré du débat stratégique français. Mais aujourd'hui, le soufflet est un peu retombé. Et même si vous verrez quelques représentants de l'UE en parler, globalement, ce sera avec beaucoup moins de conviction que ça n'a été il y a 3, 4, 5 ans. Hein. Donc, voilà, autonomie stratégique. Voilà, c'était aussi censé donner une coloration plus géopolitique à la Commission, von der Leyen, hein, qui s'était positionnée comme telle quand elle a pris ses fonctions en décembre 2019, je crois, de mémoire. Hein. Bon, avec tous les écueils qu'on a pu voir par la suite, mais ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le terme de souveraineté numérique n'est peut-être pas effectivement le plus répandu dans les débats européens. Donc, c'est un point important effectivement à souligner parce que voilà, l'idée de choix technologique, de maîtrise de dépendance, d'être en mesure d'agir dans un monde aussi de perturbation, de brutalisation technologique, ça, c'est ce qui est davantage voilà, reflété dans les débats. Merci. Je voulais juste faire un commentaire, alors, enfin vous poser une question. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Ophélie Coelho. Vous parliez d'infrastructure. Elle a écrit un livre qui s'appelle La géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, mais elle parle essentiellement justement de notre non-souveraineté, puisque effectivement l'infrastructure appartient essentiellement aux GAFAM, et ça c'est une réalité depuis 30 ans. Et elle a écrit un très bon livre qui, à mon avis, mériterait peut-être un deuxième. Elle a écrit une contribution enfin, je l'avais sollicité pour écrire un article dans le numéro des Annales des Mines, effectivement. Effectivement, donc avec une infrastructure qui bon, ça je ne reviendrai pas forcément en détail dessus parce que c'était là aussi un propos notamment centré sur les GAFAM que je voulais pas forcément mettre en avant ce matin, aussi parce que je suis en train de boucler un manuscrit sur ces questions, mais pas sous un angle de souveraineté numérique, mais sous d'autres perspectives, et il sera toujours temps d'y revenir une prochaine fois. Mais pour le coup, voilà, je pense que la dimension que vous évoquez transparaît aussi dans la contribution de l'auteur que vous évoquez dans les années 2000. Il y a une question en ligne de Henri Dagrin, du président du CIGREF. Bonjour à tous. Quelle souveraineté numérique pour l'Europe si elle est incapable d'adopter un schéma de certification des services cloud qui permettrait de garantir, dans son niveau le plus élevé, l'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale, comme la section 702 du FISA. Par avance, merci. Merci Henri pour la question. Ouais. Alors, ouais. Oui, ta modestie, Henri, t'as poussé à ne pas évoquer ta propre contribution, alors que tu es un auteur voilà, du numéro, et d'ailleurs j'en profite pour te remercier. Alors là, ces questions, tu les connais en réalité beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas esquiver piteusement ta question, mais c'est vrai que bon, ton expertise est quand même bien meilleure que la mienne là-dessus. Une remarque quand même importante pour essayer voilà, de faire un peu un contrepoint là-dessus, c'est que, ce que je n'ai pas abordé d'ailleurs, c'est que quand on essaie de réfléchir à cette question de souveraineté numérique européenne, là aussi, moi, ce qui m'a frappé depuis un peu plus de 10 ans, c'est qu'en fait, voilà, en Europe, on a globalement une vision, et en France en particulier, une vision très westphalienne hein, de la souveraineté, très rigide au fond, alors que une des principales caractéristiques du numérique a été de déspatialiser finalement les notions de territoire, de frontières, d'espace, hein, alors qu'il existe
il existe déjà une réalité comment dirais-je, du rapport de pouvoir qui est dématérialisé et qu'il est extrêmement difficile de juridiciser. Et ça, et c'est ce que j'avais, je crois, de mémoire évoqué lors d'une mission parlementaire il y a quelques années. J'avais cherché à l'aborder. Hein, c'est vraiment le fait que, au fond, depuis un peu plus de 30-35 ans, le principal coup de génie des États-Unis, hein, ça a été d'aller jouer sur ce terrain-là, qui nous met, nous, en particulier européens, dans une sorte d'inconfort conceptuel et politique, hein, parce qu'on a du mal à comprendre justement les réalités du pouvoir ou de la puissance. Hein. Donc là, je renvoie au mot power en anglais qui a ces deux sens et qui, nouvelle fois, voilà, nous font basculer, nous font hésiter en permanence. Et ce coup de génie, entre guillemets, ça a été à un moment précis, dans les années 80, à un moment où les Américains ont compris qu'il y allait avoir un recul des Soviétiques. Ça a été de parier sur deux leviers principaux de la puissance totalement dématérialisée, hein, donc à la fois la finance via des, comment dirais-je, tout un courant monétariste, hein, qui a contribué à financiariser l'économie et qui a là aussi replacé le dollar, hein, à un niveau absolument stratosphérique avec différentes implications sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et l'autre, surtout, pour le coup, l'Internet, hein, donc avec ces difficultés, d'aller appréhender la souveraineté à un moment où ce qu'on appelait les slogs de l'information commençaient à se construire. Et aujourd'hui, on voit bien en 2023 que cette comment dirais-je, que cette caractéristique n'a jamais pu être dépassée conceptuellement par les Européens, qui contribuent à réfléchir à la souveraineté de façon très, très classique, alors qu'il faudrait être en mesure finalement de penser comme le font les Américains pour essayer d'aller jouer sur ce terrain-là. Mais encore une fois, ça demande un niveau d'investissement, de compréhension, et puis une envie politique d'agir qui peut peut-être être comment dirais-je, un peu supérieur à nos moyens réels. Mais encore une fois, voilà, c'est cette réinvention de la puissance américaine à partir de la fin des 80, début 90, par le biais à la fois de la finance, mais surtout aussi du numérique, a été un coup de maître absolument majeur, hein, sans dire qu'il y a des grands plans, des grandes stratégies, loin de là. Hein, ça, c'est évidemment pas du tout mon propos, hein, je précise. Et voilà, donc ça a perturbé les repères traditionnels des autres acteurs, dont nous, Européens. Donc ça, c'est, je pense, une leçon tout à fait majeure aussi à pouvoir tirer de ces débats aussi sur la souveraineté numérique. Merci Julien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on va reprendre la main. Joséphine, tu voulais... Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Il y a plusieurs des contributions du recueil du numéro qui tournent autour des communs. On a parlé des acteurs privés, des individus, des États, et finalement, quelle place pour les communs dans cette souveraineté numérique? Alors ça aussi, c'est une très vaste question, pour le coup, qui est reflétée dans plusieurs contributions, où là, le point de départ de mes sollicitations avait de mémoire était l'idée, était la question suivante, hein, est-ce qu'on peut considérer certains services fournis par des acteurs de l'économie numérique comme des biens communs? Et si oui, comment les traiter, et quelle forme d'équilibre, quel rapport on pourrait bâtir entre pour le coup nos États, nos acteurs privés et justement la société, enfin les citoyens. Et ça, c'est pour le coup une question qui reste très logiquement en suspens, qui mériterait davantage de réflexion, peut-être même un numéro spécial, hein, qui sait. C'est un enjeu, les communs, qui a aussi, depuis quelques années, a pris une portée plus diplomatique, hein, sans entrer sur ce terrain-là maintenant, mais qui est, par exemple, porté par l'ambassadeur pour le numérique aujourd'hui en France, la question des communs, avec là des débats qui s'exportent de plus en plus sur d'autres terrains, hein, et pas forcément en Europe, hein, avec notamment
comment dirais-je, des interactions aujourd'hui très nourries avec des pays comme l'Inde, auxquels on ne penserait pas spontanément, et qui nourrissent là aussi beaucoup de réflexions sur ce que devraient être les communs à l'ère du tout numérique. Donc en 2023, c'est encore une thématique bien débattue. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut laisser l'enjeu dans ce cadre de débat sur le numérique? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse, mais pour le coup, voilà, ça mériterait d'être évidemment débattu beaucoup plus fortement. Alors, on a une autre question en ligne. Oui, toujours de Henri Dagrin. Dans un courrier adressé le 25 mai 2023 à l'administration Biden, les organisations représentatives de la tech américaine écrivent texto. EUCS is part of the broader concerted effort by Europe to enact a digital sovereignty agenda that seeks to disadvantage US firms for the benefits of local alternatives, potentially threatening US economy and national security interests. Comment interpréter cette notion de menace sur les intérêts de la sécurité nationale mise en lumière par ces organisations, notamment CCIA et BSA, pardon. Question très précise là aussi, cher Henri. Bon, là c'est un élément qui n'est pas nouveau. Là aussi, pour le coup, dès que l'Union européenne cherche à agir, à pousser des régulations, différents textes, que ce soit effectivement des règlements, des actes, des boussoles, des bacs à sable, et je passe ces expressions tout aussi fun les unes que les autres dans ce contexte européen. Il y a un sujet, je pense, il y a un vrai sujet chez les régulateurs européens. Dans la majorité des cas, ce sera perçu comme une atteinte intolérable à la sécurité nationale ou à l'autonomie des États-Unis. Donc ça, c'est un point toujours important. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je crois que ça remonte aux années Trump, pour le coup, et des consultations qui avaient eu lieu entre l'exécutif français via Bercy et le Trésor, l'autorité américaine, sur notamment la régulation des GAFA, sur d'autres enjeux aussi numériques. Et à l'époque, il y a eu des pressions extrêmement fortes qui avaient été exercées contre les propositions françaises, qui par la suite avaient été replacées dans un cadre OCDE, etc. Pour justement éviter que les pressions américaines ne prennent forme sous, par exemple, des formes de rétorsion commerciale ou autre joyeuseté. Bref, tout ça pour dire que finalement, dès qu'il y a une initiative qu'on pourrait accoler à cette idée de souveraineté numérique, que c'est mis en France ou en Union européenne, et tel que c'est perçu par les États-Unis, effectivement, le plus souvent, vous avez cette idée d'atteinte sur justement l'innovation, sur justement l'essor d'entreprises qui ne devraient pas subir de telles atteintes au plan réglementaire. Donc ça c'est évidemment un élément qui est logiquement et historiquement différenciant entre des deux côtés de l'Atlantique, que je vois mal être surmonté évidemment à court terme, ce qui peut aussi nous amener sur un autre terrain qui est débattu dans la revue, la question du transfert transatlantique des données, qui est là aussi un irritant majeur des deux côtés de l'Atlantique depuis des années. Si vous êtes expert en la matière, vous avez vu l'évolution depuis un peu plus de 10 ans. On est passé du Safe Harbor au Privacy Shield, tout ça ayant été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne, avant de réémerger là depuis quelques mois sous la forme encore un peu nébuleuse du date, c'est les acronymes, j'ai l'acronyme en tête, du Data Privacy Framework, qui, bon, là aussi pose un certain nombre de questions. Donc le stade de la perfection n'a pas encore été atteint, loin de là, et se pose toujours la question du côté européen justement de l'adéquation avec nos propres intérêts, avec le respect aussi du droit européen.
Et du côté américain, évidemment, il y a cette idée qu'il faut garder un temps d'avance par rapport au régulateur européen, qui est un grand méchant, hein, qui voilà, ne fait que porter atteinte au cadre de l'innovation. Bon, mais ça, encore une fois, c'est voilà, un fausseté autre que conceptuel, hein, qui anime Washington et Bruxelles depuis des années. Et là, pour le coup, c'est un enjeu quasiment de politique étrangère qui est constamment débattu, en fait, hein, sur un plan bilatéral et qui peut être assez difficilement surmonté, effectivement. Donc là, c'est peut-être une petite touche de pessimisme à cet égard, pas parce que c'est vrai qu'on part quand même d'assez loin à ce niveau-là. Merci Julien. Moi, je me permets de poser une question que j'ai depuis le début. Dans le titre, il y a quand même la souveraineté numérique, 10 ans de débat, virgule, et après, en interrogation. J'ai envie de te demander un peu le et après. Alors, c'est pas une question piège parce que je sais que c'est difficile d'y répondre. Je te la pose aussi parce qu'on a publié chez Renaissance Numérique un petit rapport prospectif qui s'appelle Via Digitalis 2032 et comme au CNUM, hein, on est intéressé par la société qui vient, donc c'est aussi dans ce rapport des facteurs de changement qu'on identifie, c'est la prospective. On va sans doute se planter, mais c'est de la détection de tendances lourdes, des signaux faibles, etc. Qu'on essaye voilà, d'identifier et puis de prévoir un peu, toujours dans l'objectif d'aider aussi le politique, hein, à se projeter. Donc voilà, donc dans le et après, au-delà du concept, je dirais, parce qu'effectivement, il y a le concept, et tu l'as très bien dit, qui a une vie propre, qui évolue selon des contextes spatiaux, temporels, etc. On prévoit pas toujours les crises. Il y en a qu'on prévoit pas du tout, mais toi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu sens bon, il y a de forts enjeux sur Taïwan et liés à la guerre en Ukraine et au positionnement des États-Unis, de la Chine et d'autres. Moi, je me pose la question aussi du bouleversement, du changement, de la crise, on l'appelle comme on veut, climatique, avec des questions de ressources aussi qui vont peut-être tendre certaines choses. Et puis, tu parlais d'irritants. C'est quoi pour toi, tu vois, les irritants de demain entre l'UE, la Chine, les États-Unis, etc. Comment tu vois ça? Oui. Alors, j'ai peut-être deux éléments de réponse à apporter là-dessus. Alors, le premier, et puis je fais du coup le lien avec les deux questions d'Henri à distance. Il se trouve que j'ai le plaisir d'être membre du conseil d'orientation stratégique du SIGREF, pour le coup, qui annuellement réfléchit à ces questions de prospective avec Futurible, pour justement essayer de penser à un horizon 2035-2040. Les grandes problématiques, hein, qui sont susceptibles de provoquer des changements, voire des ruptures en matière numérique et technologique. Donc c'est vrai que ces problématiques à la fois transfert de données, ces problématiques aussi de l'impact du changement climatique aussi, hein, sont prises en compte, l'impact aussi de tensions, voire de guerres ouvertes sur différents théâtres dans le monde sont également appréhendés, avec toute la difficulté évidemment de l'exercice prospectif, parce qu'évidemment tout ça est soumis à différents facteurs, différentes lectures, hein. Je renvoie évidemment à l'invasion russe de l'Ukraine il y a quasiment 2 ans, où ça a été effectivement assez délicat de prédire certains paramètres. Bon, donc voilà, je renvoie peut-être dans un premier temps facilement à l'étude qui a été publiée en octobre dernier, hein, au SIGREF, et qui aborde ça avec un grand sérieux. Et deuxièmement, le et après, effectivement, qui figure dans le titre du numéro des Annales des Mines, a pour idée, hein, et ça transparaît dans certaines contributions, de montrer qu'il y a une extension du champ numérique aujourd'hui, et que finalement, la souveraineté numérique telle qu'elle était débattue en 2012, 2013, 2014, globalement concernait l'Internet, hein. On était encore dans ce type de modèle où on parlait avant tout, hein, de qui contrôle Internet et de comment se débarrasser de dépendance, etc. Bon. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de souveraineté numérique, technologique, on ne peut pas faire l'économie de parler d'IA, hein, de questions infrastructurelles, hein. J'ai abordé tout à l'heure la question, hein, du stockage des données. Voire on peut également y mettre du quantique, on peut du métaverse, etc. Donc c'est vrai que ces logiques de souveraineté irriguent tout le champ technologique. Donc c'est d'où le et après, parce que voilà, est-ce qu'il faut se restreindre au champ numérique classique tel qu'on le pratique, tel qu'on le vit depuis des années, voire des décennies, ou est-ce qu'au contraire il faut avoir une vision beaucoup plus englobante
holistique, hein, comme on dirait, et qui nous fasse voilà, prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à ces questionnements, pour essayer de penser finalement notre rapport à la technologie, hein, tout bêtement, en y mettant évidemment, hein, la question du libre arbitre individuel, et puis finalement la question du que peuvent faire nos États aujourd'hui dans des contextes de polycrise, hein, en matière technologique, sachant que les interdépendances telles qu'on les vit depuis des années sont toujours là, même s'il y a différentes cassures qui complexifient beaucoup, hein, les grandes chaînes de valeur technologiques. Donc là, c'est vrai qu'il est question notamment, alors assez peu finalement de numéros, mais ça transparaît à certains moments, hein, des semi-conducteurs. Là aussi, finalement, hein, de plus en plus, on se rend compte que quand on parle de souveraineté numérique technologique, la question des puces revient en force, hein, non pas que c'était totalement absent depuis longtemps, mais pour le coup, depuis le Covid, on en parle avec bien plus de vigueur, de volontarisme, et ça a été appréhendé par le politique. Bon, après quelques errements, bien sûr, et puis il faut aussi être tout à fait clair, hein, après ce que j'évoque en introduction, hein, le pari du faiblesse, hein, à tout craint, au tournant des années 2000, hein, voilà, qui nous a fait prendre un peu le chemin inverse, ou un début de chemin inverse aujourd'hui. Mais là aussi avec une souveraineté qui peut être débattue, hein. Bref, ça, c'est un enjeu là aussi à part entière, la question des puces, mais qui doit aussi nous interroger sur ce que nous souhaitons en matière technologique. Merci Julien. On a le temps pour une toute dernière question. Bon, merci pour votre intervention. J'ai, je le suis? D'accord. Donc voilà, je suis André Reynald. J'ai travaillé dans le numérique depuis quelques temps, notamment chez Mozilla. Je voulais vous partager deux réflexions. L'une, c'est que l'Internet a été créé pour être quelque chose de global, et qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette position ironique de se poser des questions de souveraineté sur l'Internet ou sur le numérique. Voilà, c'est une première question. Et puis l'autre, c'est que finalement, le numérique, c'est qu'une facette du débat, parce que dans un cadre plus large, c'est une question géopolitique, de souveraineté. Quand vous parlez que des régimes autoritaires qui se ferment et qui font des internets locaux plus indépendants, comme la Russie, comme la Chine, est-ce que c'est l'autoritarisme qui les mène à faire ça, ou est-ce que c'est juste une volonté de souveraineté dans un partage entre une vision globaliste et une version qui serait multipolaire? Alors là, c'est vrai que je travaille dessus depuis très longtemps, donc je vais essayer de vraiment me restreindre, hein, dans ma réponse. Déjà, première chose, il faut éviter de mettre les deux pays que vous avez abordés dans un même panier, hein. Il y a beaucoup de différences politiques et pratiques aussi en matière numérique entre Pékin et Moscou. Donc voilà, il faut pour différentes raisons. La première est que dans le cas de la Chine, il y a eu dès le départ, hein, dès le déploiement de l'Internet dans le pays des années 90, l'idée qu'il fallait construire les réseaux, les réseaux en mode autarcique, hein, donc tout recentrer vers la Chine continentale, afin d'éviter de dépendre évidemment du monde extérieur. C'est par les États-Unis, bien sûr. Alors que dans le cas de la Russie, vous avez au contraire une ouverture dès le départ vers le monde extérieur qui fait que la souveraineté qui est aujourd'hui souhaitée dans ce champ, elle mettra beaucoup de temps à voir le jour, hein, malgré le caractère martial des propos des décideurs du pays. Bon, sachant aussi que la Russie a ses tensions 11 fuseaux horaires, et que pour maîtriser un Internet sur 11 fuseaux horaires, bon, ça peut prendre un peu de temps, effectivement, sachant que vous avez toujours aujourd'hui, en 2023, quasiment les 2 tiers, enfin une dépendance aux 2 tiers de la Russie par rapport à des data centers non russes, mais étrangers, hein. Donc là aussi, ça peut aider à
à replacer les débats aussi là où ils doivent se trouver, parce que les propos des décideurs politiques de ce pays doivent être aussi analysés avec un peu de recul. Mais effectivement, vous avez d'une part, non, vous avez en bonne partie, pardon, je précise, je corrige, comment dirais-je, la perception qu'il y a des menaces, enfin une hostilité des États-Unis et d'autres acteurs par rapport à ces pays qui, par le biais de l'information qui est produite et qui circule via les réseaux numériques, va subvertir les populations russes et chinoises et du coup faire basculer les régimes, entraîner des changements politiques, etc., causer un chaos. Donc ça, c'est un peu la lecture, comment dirais-je, un peu lecture de forteresse assiégée qui est toujours très manifeste, que vous soyez en Chine ou en Russie, mais pas seulement. Hein, c'est aussi le cas en Iran, par exemple, ou dans d'autres pays qui ont des régimes dictatoriaux. Voilà. Et dans une autre mesure, vous avez le paramètre économique qui, depuis le Covid en particulier, a pu prendre un peu plus d'importance qu'il n'en a eu les années auparavant, avec, dans le cas, effectivement, dans le cas de la Russie en particulier, une volonté. Donc un pays sous sanction internationale, une volonté d'aller contourner les sanctions aussi et d'être en mesure de bâtir une souveraineté technologique en essayant d'indigéniser la production de composants, de différents éléments des réseaux Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender aujourd'hui parce que vous avez un manque de sources fiables tout à fait logique concernant ce pays en la matière. Et d'autre part, ça invite à réfléchir justement sur le fait d'aller bâtir cette forme de souveraineté un peu ex nihilo sur une surface absolument colossale dans un contexte de dépendance extrêmement forte par rapport au monde extérieur. Donc ça, comment un pays comme la Russie pourra bâtir ça reste à voir. Une nouvelle fois. Après, sur la Chine, on est dans un contexte très différent, là, de remontée en puissance tout à fait claire, qui est écrite noir sur blanc, là aussi, dans toutes les doctrines du pays, avec un président Xi Jinping qui aborde ça dans chacune de ses communications. Mais encore une fois, ça peut être traduit différemment en actes à un niveau local. Donc il ne faut pas non plus surestimer la toute-puissance du parti-État en matière numérique, parce que les échelons locaux ont aussi parfois une interprétation différenciée de ce qui peut être dit à Pékin, avec aussi des pratiques de corruption, etc. Tout à fait classiques, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, et qui peuvent voir couler certains projets. Donc ça, c'est aussi un élément important, parce que ce type de régime autoritaire ne parvient pas toujours, loin s'en faut, à édifier une souveraineté numérique parfois mythifiée de ce côté-ci de l'Europe. Merci beaucoup, Julien. On m'a indiqué qu'il y avait une question très intéressante en ligne, mais il est 10h00 et on a commencé à 8h30 pile. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on va repartir pour 10 minutes, un quart d'heure, et j'aime bien qu'on soit ponctuel. On a démarré à l'heure, on finit à l'heure. Merci à vous de vous être déplacés. C'est aussi pour vous laisser repartir, prendre un café, une viennoiserie, autant que vous voulez, parce qu'on en a pas mal. Merci aux personnes qui étaient en ligne aussi de s'être connectées. Et puis, un grand merci à toi, Julien, de nous avoir rejoints ce matin, d'avoir joué le jeu de cette présentation de cet ouvrage collectif. Très, très riche, plein de questions et plein de choses à lire. Donc, je rappelle, c'est disponible en ligne ou à l'achat en papier. Je me permets juste de vous signaler que du coup, le cycle ASDN, on se retrouve en 2024, le 24 janvier, c'est un mercredi, a priori le matin, si je ne dis pas de bêtises également. On reçoit Clara Deville, qui a écrit un très beau bouquin sur l'état social à distance. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci, Julien. Merci au CNUM, merci au Tank, et merci à l'équipe de Renaissance Numérique, Simon et puis Jessica à distance. Merci à tous. Bonne journée. Merci.